L'Assemblée nationale française adopte en première lecture le pass vaccinal alors que le variant Omicron se propage rapidement en Europe. Les émeutes tournent au bain de sang au Kazakhstan. Des dizaines de manifestants ont été tués par la police à Almaty, la capitale économique du pays. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est rendu dans l'est de l'Ukraine pour assurer le pays de son plein soutien face à la Russie. Novak Djokovic sera fixé lundi. Les autorités australiennes mettent en cause la validité de son visa. Sa participation au tournoi du Grand Chelem reste incertaine. Novi Sad est la première ville serbe à être désignée capitale européenne de la culture. Plus de 4000 artistes se sont investis dans ce grand projet culturel. En France, l'Assemblée nationale a fini par adopter en première lecture ce jeudi au petit matin le projet de loi instaurant le pass vaccinal après plusieurs jours de débat marqués par une sortie du président français Emmanuel Macron qui a dit dans la presse vouloir emmerder les non-vaccinés. Face au tollé provoqué par sa déclaration, le porte-parole du gouvernement a défendu le chef de l'État mercredi. Les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner. Face au variant Omicron, l'Italie a quant à elle instauré l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans, qui représente 28 millions de personnes. La péninsule a enregistré ces derniers jours des nombres élevés de contaminations. Plus de 189 000 mercredi. Je pense que la vaccination obligatoire devrait être étendue à tout le monde, ou du moins à tous les adultes. Je vois donc cette mesure de manière positive. Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé d'assouplir les conditions d'entrée sur le territoire. Dès vendredi, les voyageurs n'auront plus à se faire dépister pour entrer en Angleterre, ni à s'isoler en attendant le résultat d'un test s'ils sont vaccinés. Mais les restrictions telles que le port du masque en intérieur, le télétravail et le pass vaccinal pour les discothèques restent en vigueur. En Allemagne, face à l'augmentation des cas, les périodes d'isolement pourraient être raccourcies pour éviter un effondrement du système. Pour les personnes vaccinées, cet isolement ne durerait que 5 jours, à condition de présenter un test PCR négatif, selon les propositions du ministre de la Santé. La répression des émeutes en cours au Kazakhstan a franchi un nouveau palier. Selon le porte-parole de la police, des dizaines de manifestants ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces derniers ont tenté de prendre d'assaut des bâtiments administratifs dans la ville d'Almaty, la capitale économique du pays. Face au chaos, la Russie voisine et ses pays alliés ont annoncé l'envoi d'une force collective de maintien de la paix. Le président kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, a demandé de l'aide alors que le mouvement de protestation prend de l'ampleur. Ces gangs terroristes sont des gangs internationaux, a-t-il dénoncé. Ils ont reçu un entraînement intensif à l'étranger et leur attaque contre le Kazakhstan doit être considérée comme un acte d'agression. Le mouvement de protestation a débuté il y a près d'une semaine suite à une hausse des prix du gaz naturel liquéfié dans ce pays riche en ressources naturelles. Les autorités ont tenté de calmer la situation en concédant une baisse des prix. En vain, mercredi, quelques 200 personnes ont été arrêtées lors d'un assaut sur le siège de l'administration d'Almaty. La colère vise notamment l'ancien président Nursultan Nazarbayev qui conserve une grande influence dans le pays. L'Union européenne est absente des négociations sur l'Ukraine qui ont lieu entre les États-Unis et la Russie à Genève, mais elle est présente sur le terrain. Le haut représentant de l'UE, Josep Borrell, s'est rendu ce mercredi dans l'est de l'Ukraine, à Louhansk, pour assurer le pays de son soutien. Lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre ukrainien des Affaires étrangères, il a déclaré que l'UE ferait tout ce qui est en son pouvoir pour aider Kiev face à l'agression russe. Et il n'a pas caché son agacement quant aux pourparlers américano-russes. Toute discussion sur l'Ukraine doit impliquer l'Ukraine tout d'abord. Et parler de la sécurité en Europe ne peut se faire sans la consultation, mais aussi sans la participation des Européens.
Alors que des milliers de soldats russes se rassemblent à la frontière ukrainienne, Josep Borrell a reçu un accueil favorable de la part du gouvernement ukrainien. Il s'agit en effet de la première visite du chef de la diplomatie européenne depuis 2014 dans la région du Donbass. Selon les observateurs, cette visite est importante pour rappeler la place de l'UE, mais ils ont peu d'espoir sur l'issue des négociations à Genève. Rien ne sortira de cette discussion, rien d'autre que du chaud et du froid, puis à nouveau du chaud et une nouvelle crise et un nouveau cycle de crise et de demi-solution. Ces discussions ne sont pas consacrées à l'Europe, elles ne sont pas consacrées à l'Ukraine, elles sont consacrées à des questions de politique intérieure. Elles sont là pour que Vladimir Poutine rappelle au peuple russe que la Russie est toujours une grande puissance. La semaine prochaine, l'OTAN accueillera de hauts responsables russes dans le but de désamorcer la situation. De son côté, Moscou mènera les discussions ce jeudi avec l'Ukraine, l'Allemagne et la France dans le cadre du format Normandie. Novak Djokovic va-t-il pouvoir participer à l'Open d'Australie? La réponse sera connue lundi, à l'issue d'une audience qui devra déterminer si son visa est valide ou non. Alors que 2 doses de vaccin anti-Covid sont nécessaires pour pouvoir entrer sur le territoire australien, le statut vaccinal du Serbe reste un mystère. Le numéro 1 mondial s'était opposé à la vaccination obligatoire par le passé. Depuis son arrivée mercredi en Australie, le tennisman est retenu par les autorités et menacé d'expulsion. Il affirme pourtant avoir obtenu une dérogation médicale. Il est soumis à la même règle que n'importe qui d'autre. Je tiens également à souligner qu'en fin de compte, c'est la responsabilité du voyageur. C'est à lui qu'il incombe d'affirmer et de soutenir sa capacité à entrer dans le pays conformément à nos lois. Devant l'hôtel où est retenu le joueur, des membres de la diaspora serbe déplorent cette situation et refusent une potentielle expulsion. Pourquoi vous ne lui avez pas dit avant qu'il vienne en Australie? Pourquoi maintenant? Je me pose tellement de questions. Andrew et Scott Morrison, que nous faites-vous? Je suis fière d'être australienne. Je suis ici depuis presque 26 ans. J'aime l'Australie, mais ce que vous faites, c'est une honte pour vous. Je suis ici au nom de tous ceux qui se battent pour la liberté, qu'il s'agisse de réfugiés, de Novak ou du public en général, bien au-delà de tous ces mandats. Les personnes qui en ont assez de subir des restrictions et la liberté en général. C'est notre corps, notre choix. L'Espagnol Rafael Nadal a réagi en affirmant que Novak Djokovic connaissait les conditions lorsqu'il a pris sa décision de venir en Australie. Les deux joueurs affichent chacun 20 tournois du Grand Chelem à leur palmarès. Cet Open est donc un tournoi décisif. Un des hauts lieux de la culture, Novi Sad, est à l'honneur. En effet, la ville serbe est désignée comme l'une des capitales européennes de la culture en 2022. Pour fêter cela, la municipalité a sorti le grand jeu avec un programme chargé d'expositions et de spectacles célébrant la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. Le programme est composé de 4 thèmes qui racontent l'histoire de l'Europe et de Novi Sad sous l'angle des identités, mais aussi des sujets et problématiques liés à l'Europe. Durant ces 50 dernières années, nous n'avions jamais eu un tel investissement dans le domaine de la culture à Novi Sad. Utilisant le potentiel que recèlent les anciens complexes industriels, Novi Sad a parfaitement réussi à transformer ces espaces en galeries d'art et scènes de théâtre où se déroulera une partie des programmes, comme les concerts de musique classique. Le violoniste de renommée mondiale Stefan Milenkovic, qui s'est installé à Novi Sad il y a tout juste 1 an, veut aussi apporter sa pierre à l'édifice. Je suis ici grâce à ma famille et c'est un défi pour moi de contribuer directement au développement de la musique classique en Serbie. L'un des facteurs clés pour moi, c'est l'ambiance qui est parfaite pour la création musicale. La Serbie n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est officiellement candidate. C'est à ce titre qu'il a été décidé d'associer ce pays à cette fête culturelle. Le titre de capitale européenne de la culture a été créé il y a 37 ans. L'objectif est de favoriser les échanges culturels entre les pays européens. Plus de 4000 artistes feront partie de ce grand projet culturel. Novi Sad accueillera plus de 1500 événements et espère attirer le maximum de touristes après 2 années fortement impactées par la pandémie de Covid-19.
Novi Sad.